Alors la session d'aujourd'hui du séminaire porte encore sur cette question des convergences, superpositions, intrications de territoires d'humains et de non-humains. Et en l'occurrence, deux espèces de primates, les humains et d'autres espèces de primates supérieures, notamment les chimpanzés, dont Frédéric Julian est un grand spécialiste. Alors, Frédéric Julian est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et il a la compétence rare d'être à la fois un préhistorien, c'est-à-dire un spécialiste en particulier des techniques lithiques, d'être un anthropologue, un ethnologue, et d'être un spécialiste des chimpanzés. Et il croise ses compétences dans différentes régions d'Afrique où il a travaillé pour montrer les superpositions, les recoupements, les engagements réciproques entre population humaine et population animale. Et c'est de cette question dont il va nous parler aujourd'hui, du point de vue précisément du territoire. J'ajoute que c'est du point de vue du territoire, c'est facile pour un ethnologue, au fond, de travailler sur la territorialité des humains, parce qu'il suffit d'observer ce qui se passe, de parler aux gens, etc. La territorialité des espèces animales, et notamment la territorialité des chimpanzés, c'est une toute autre affaire, parce que c'est des animaux qui se baladent beaucoup, et donc ça demande un travail absolument extraordinaire. J'ai la plus grande admiration pour les gens qui, comme Frédéric, font ce genre d'enquête. Merci Frédéric. Merci. Merci à toi. Et je suis très, très heureux de revenir parler au collège que j'ai quitté depuis plus d'une dizaine d'années maintenant pour travailler à Marseille. Et aussi pour parler dans ce séminaire en particulier où Philippe est en train de faire une refondation de l'anthropologie avec, je dirais, une épistémologie internaliste qui est assez étonnante. Et bon, je vais essayer, dans la mesure des exemples et de mes réflexions, de contribuer à cette réflexion générale sur une anthropologie générale, fondamentale. Je ne sais pas comment on peut la qualifier. Je vais prendre... non, j'ai un chronomètre. Donc, Philippe vous a sûrement beaucoup parlé d'humains et de non-humains. Moi, je vais essayer d'aborder ces questions-là peut-être avec un regard un peu différent et en essayant de réfléchir aussi à des questions de non-humains qui sont des presque humains ou des préhumains. Depuis une vingtaine d'années, dans la littérature éthologique, on parle de non-human primates. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, des primates non-humains? Aujourd'hui, on a de grandes difficultés à qualifier justement ces êtres avec lesquels on partage beaucoup de caractéristiques et puis qui sont aussi bien différents par bien des aspects. Et la question des préhumains, donc de formes primitives d'humanité, qu'on interroge aujourd'hui non pas simplement avec la préhistoire et la paléanthropologie, comme on le faisait il y a une trentaine d'années, mais aussi avec la psychologie animale et l'éthologie, je dirais, doit être repensée. Et quand on parle d'hommes préhistoriques, André Leroi-Gourhan, ici même, au Collège de France, les entendait comme les seuls vrais primitifs. Non, en fait, il n'y a pas de formule primitive d'humanité dans un sens évolutionniste. Il y en a oui et il y en a non. Je dirais dans le sens où ce sont des formules humaines qui sont équilibrées à leur milieu, à leur mode de vie, et on a tendance à tout aligner dans une succession qu'il faut réinterroger. Et c'est pour ça que j'essaie depuis une vingtaine d'années maintenant d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être une anthropologie évolutive qui ne soit pas uniquement biologique, mais qui soit aussi je dirais, évolutionnaire, dans le sens où on réfléchit aussi aux modèles sociaux, culturels de l'évolution, en même temps qu'au biologique. Il y a eu, je dirais, un refoulement de la question évolutionniste très forte, pour différentes raisons.
vous avez sûrement abordé ça dans les séminaires ici, mais elle nous revient par la bande, cette question évolutionniste, parce qu'elle revient par d'autres disciplines, elle est plus centrale dans l'anthropologie, elle est même plus centrale dans la préhistoire, je pourrais dire. Donc, y a-t-il une histoire humaine aujourd'hui? Non, il y a des histoires humaines, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer avec, je dirais, avec ce que j'appelle l'espace des hominoïdes. L'espace des hominoïdes, c'est l'espace des hommes actuels, des hommes du passé, des primates actuels et de leurs ancêtres passés. Par primates, j'entends les grands singes en particulier. Alors, une anthropologie générale, je suis tombé il n'y a pas longtemps, un ami m'a envoyé un article d'André Leroi-Gourhan de 1951, publié dans une revue, un bulletin d'études indo-chinoises, qui remarquait, si à une lettre près on risquait la confusion, elle pourrait se nommer très justement, à propos de l'ethnologie, éthologie de l'homme en société, c'est-à-dire science du comportement de l'homme. C'était assez amusant de voir que André Leroi-Gourhan, au début des années 50, pensait à une anthropologie élémentaire d'une certaine façon, et peut-être que cette réflexion sur évolution et anthropologie comparative devrait être aussi rebouclée avec les réflexions du début des années 50. Voilà, c'était juste pour ce petit clin d'œil sur cet article qu'on va maintenant pouvoir retrouver, mais qui avait été un peu abandonné. Alors, quand on étudie les questions animales, se posent bien entendu des questions préalables, générales, qui sont est-ce qu'on peut avoir sur ces animaux, sur ces êtres-là, un point de vue internaliste ou externaliste, c'est-à-dire qu'on pose ces animaux comme des objets, et c'est comme ça qu'ils ont été étudiés durant, je dirais, toute la majorité du XXe siècle. Ou est-ce qu'aussi il faut qu'on prenne plus de risques et qu'on essaie de les comprendre de leur point de vue perceptuel, cognitif, comportementaux, et comment, dans ce cas-là, imaginer des dispositifs d'observation qui rendent à la fois compte de leur point de vue et de notre point de vue extérieur. Donc c'est autour de ces réflexions, autour des méthodes en particulier, que j'ai essayé de réfléchir depuis des années. Alors c'est une position ambiguë, bien entendu, mais je l'assume parce qu'elle seule me permet de tenir un dialogue entre sciences de la nature, biologique, adaptative, qui regarde, je dirais, les questions d'efficacité, et puis les points de vue des sciences sociales. C'est aussi, pour moi, le seul moyen de bien comprendre la complexité des phénomènes en jeu. On est face à, en fait, quand on pose ces questions de rapprochement entre préhumains, anthropoïdes et humains actuels, seul de l'hominisation. Et cette question d'hominisation, je dirais, implique la complexité, l'hypercomplexité, et donc ce double point de vue me semble être essentiel. Alors ce que je vais donner comme exemple à partir de maintenant, ce sont je dirais, je n'ai pas une vision d'ensemble, je me suis toujours refusé à faire une théorie, un scénario de plus de l'évolution humaine, comme ceux qui ont pu être exposés ici dans d'autres séminaires. J'ai autrefois participé à l'enseignement d'Yves Coppens, et ici, on était dans ce type-là de démarche, qui était une démarche par scénario, grande explication, et je m'y refuse, et je m'y refusais, je m'y refuse toujours, parce qu'ils sont hautement improbables, et ce grand champ, en fait, est à la fois, je dirais, très attractif, mais aussi très improductif. Alors, ce que je vais montrer, c'est, je dirais, vous savez, comme des calendriers de l'Avent, quand on ouvre une petite fenêtre, et puis on voit quelque chose de très clairement derrière. Ben voilà, j'ai dans le milieu naturel ouvert des petites fenêtres où on voit très nettement des choses. Mais on n'a pas la vision d'ensemble, il est très difficile de la reconstituer, tant d'un point de vue évolutif que du point de vue comparatif.
Si on fait un pas en arrière et qu'on se met dans les années 80, il faut se rappeler que ces questions, je dirais, d'évolution humaine se pensaient dans une dualité très forte. D'un côté, il y avait les animaux, de l'autre côté, il y avait les hommes. D'un côté, il y avait, je dirais, la nature, et puis d'autre côté, il y avait un Rubicon cérébral, il y avait le début du Quaternaire, 1 800 000 ans. D'un seul coup, on passait de l'animal aux premiers hommes, et c'était clair. Aujourd'hui, et Glyn Isaac, un préhistorien que j'ai suivi pendant longtemps, s'amusait à tracer, je dirais, des différences très nettes entre ce qui était, je dirais, les traits principaux de distinction entre des primates et des hommes préhistoriques. C'était des traits biologiques, comme vous voyez, la locomotion bipède, la libération de la main, des traits d'intelligence, autrement dit les capacités d'anticipation, de planification de l'action, de transport, d'outillage, de production symbolique. Et là, on avait des traits particuliers qui permettaient de dire, là on est face à des animaux, là on est face à des hommes. Aujourd'hui, je pourrais prendre toutes ces cases-là, elles sont toutes aujourd'hui floues, ces cases, elles sont plus nettes. Et de partout, les primates ont colonisé un certain nombre de territoires humains, je dirais. Et donc, on ne peut plus penser en termes dualistes, on ne peut plus penser depuis bien longtemps. Et je dirais dans les années 80, années 90, Bruno Latour pourfendait à chacun un démarrage de ses articles ou de ses conférences la question du dualisme. Et je me suis aussi exactement posé comment sortir de cette question dualiste qui avait été productive pendant plus de 100 ans, parce que ça nous permettait aussi de structurer d'une certaine façon les connaissances, d'identifier des structures anthropiques et d'autres naturelles. C'était d'abord de casser la question anthropocentrique. C'était aussi de réintroduire quelque chose qui était absent de la réflexion en préhistoire. C'est la question des activités, du comportement. En gros, la question des flux. Comment on pense les dynamiques, comment on pense les flux. Et je dirais qu'on a pensé objet, on a pensé site archéologique, on a pensé structure, mais on a très peu pensé les comportements et les flux. Le comportement est, je dirais, une dimension pratiquement impensée dans les théories de l'évolution. On pense l'évolution via les structures, on pense l'évolution par les structures anatomiques ou les structures physiques dans le sol. Et si on lit par exemple la théorie de l'évolution qu'a rédigé Stephen Jay Gould à la fin de sa vie, juste avant de décéder, c'est 2000 pages d'un livre immense qui retrace toute sa réflexion sur les théories de l'évolution. Le mot comportement n'apparaît absolument pas, ni behavior, ni dans ses dérivés. Donc on est face à quelque chose qui, d'une certaine façon, n'a pas été pensé. Et pourtant, c'est par le comportement, c'est par l'adaptation, par les gestes, que se passent les changements, les dynamiques. Donc j'ai essayé, dans mes réflexions et dans mes travaux de terrain, de repenser cela. Repenser aussi les différentes relations à la matière, à la vie, à la nature, aux objets, et par les processus par lesquels ça se passe, autrement dit, certaines innovations, les détournements, les usages. Donc j'ai, tout au cours de ma carrière et de mes terrains, essayé de faire attention très précisément, je dirais, aux notions d'habileté, de savoir-faire. Autrement dit, les petites choses par lesquelles les objets s'animent et les comportements s'expriment. Dès lors qu'on rapproche des hommes actuels et des primates, j'ai emprunté bien entendu ce titre un peu ronflant à Détienne, parce que je pense que si on le pose pour les primates, il se pose réellement. Pendant des années, j'ai enseigné et puis je me suis rendu compte que les questions de rapprochement des hommes et des primates se posaient très rarement. On ne disait pas foncièrement les raisons pour lesquelles on compare et à quelles conditions on peut comparer. Donc j'ai écrit il y a 3-4 ans un article synthétique sur cette question de la comparaison homme-primate, en me posant des questions simples. Pourquoi comparer ?
bien entendu, pourquoi comparer des hommes et des grands singes, et pourquoi devons-nous le faire? Parce que nous avons, je dirais, des traits communs, tout simplement, et que ces traits communs et ces parentés sont abordés par des programmes scientifiques distincts, que ce soit de la génétique, que ce soit de la paléanthropologie, que ce soit de la préhistoire ou des anthropologues ou des psychologues. On va étudier des parties distinctes et on va justifier de façon différente les rapprochements. Alors, ça, c'est une des premières questions qu'il faut se poser sur la question du pourquoi comparer. Bien entendu, que comparer on peut comparer des outils, on peut comparer des structures sociales, on peut comparer des actions, on peut comparer différentes choses, et rarement on s'interroge sur l'objet même de la comparaison et à quelle échelle on la fonde. Quand la primatologie japonaise, qui est la première à penser ces questions-là, en 1948, lance un vaste projet de recherche sur les grands singes et sur les singes. Ils vont étudier les macaques sur une île, à Koshima, avec un projet qui est de résoudre les questions d'origine de la socialité humaine, du tabou de l'inceste, donc de grandes questions anthropologiques qui ne sont pas posées aux populations humaines, mais qui sont posées chez les primates, pour les primates. Là, on a un objet qui est un méta-objet, qui est une grande question, qui va orienter d'une certaine façon les recherches de façon bien particulière. On peut, à l'inverse, dans le que comparer, s'interroger à des objets micros. J'ai dirigé un mémoire il y a quelques années sur le jeu chez les primates, avec une comparaison chez les gorilles, chez les chimpanzés et chez les petits-enfants humains, sur les dispositifs de jeu. Et il est apparu que là, ce qui était important, c'était non pas simplement le jeu dans son accomplissement, mais c'était des objets particuliers pour lesquels on n'avait pas les outils pour décrire. Les notions d'ambiance. C'est quoi une ambiance de jeu? Qu'est-ce qui va déclencher un jeu entre des enfants et des subadultes, ou entre des adultes et des enfants? On a travaillé là-dessus avec cette étudiante. On a essayé de décrire, par exemple, une ambiance et en quoi l'ambiance déclenchait ou pas. Bien entendu, on était parti des conceptions batesoniennes autour du jeu et d'un aspect, je dirais, méta autour de ça, mais c'est des questions qui se posent et qu'il faut se poser si on veut, je dirais, être efficace dans le rapprochement des anthropoïdes et des premiers hommes. J'évoque juste quelques bricoles là, un autre grand débat, par exemple, et aussi dans le que comparer, c'est la question des invariants. Cette question-là, un variant conçu par les éthologues ou un variant ou universaux conçus par les anthropologues, c'est deux choses très, très différentes. Et pourtant, dans les années 70 et au début des années 80, il y a eu d'énormes projets entre éthologues et anthropologues qui ont été lancés, notamment avec les perspectives allemandes autour de Heibel-Bessfeld et d'une éthologie humaine. Et tout compte fait, ce dialogue autour des invariants n'a pas fonctionné, ou très mal fonctionné, parce que les notions qui étaient avancées par les uns anthropologues et les autres éthologues étaient fort différentes, et qu'on n'avait pas pris le temps de mettre au point des méthodes, je dirais, d'approche et des conceptions qui pouvaient faire que le dialogue entre éthologie et anthropologie puisse bien fonctionner. Qui comparer? Ça, c'est aussi une autre simple question. Quand on rapproche un chimpanzé ou un bonobo d'un australopithèque ou d'un homme actuel, en parlant de certains traits communs dans la façon de se déplacer, dans le système social, etc., ou n'importe quel comportement, on fait des rapprochements que bien souvent on justifie de façon génétique parce que nous partageons X pourcentage de notre ADN, alors on.
peut comparer. Eh bien non, la plupart des comportements qui sont impliqués dans ces comparaisons sont des comportements qui sont d'un autre niveau de complexité, qui ne répondent pas directement à des légitimations d'ordre génétique, et il faut les justifier autrement, pour des raisons fonctionnelles, pourquoi pas, pour d'autres raisons sémiotiques ou autres, qui impliquent aussi de mettre à plat les rapprochements. Et si je m'interroge sur la préhistoire ancienne, parfois j'utilise des corvidés ou des cétacés parce qu'ils me permettent de mieux comprendre ou de mieux définir certaines questions que je me pose sur la préhistoire ancienne ou sur des questions plus générales de l'anthropologie qu'une simple proximité génétique. Comment comparer? Bien entendu, en respectant d'abord, autant que possible, les caractéristiques des mondes propres aux différentes espèces que l'on rapproche. Essayer de maîtriser aussi le biais anthropomorphique et toute notre projection qu'on peut faire dans ces animaux qui sont très, très tentants et très, très proches de nous, mais qui sont extrêmement trompeurs par ailleurs. Donc c'est à la fois le biais anthropomorphique et la maîtrise de la différence comportementale, anatomique, cognitive, peu importe, qui est importante de bien gérer. Mais surtout, et ça c'est quelque chose que j'essaie de distinguer depuis des années avec beaucoup de difficultés, de tenter de distinguer trois ordres différents de recherche qui sont, un, les questions d'émergence, comment de nouveaux comportements émergent, comment certaines innovations se développent, se stabilisent, se diffusent, etc. Des questions d'évolution, autrement dit, la façon dont elles perdurent dans le temps et rétroagissent sur les espèces, ou alors des questions davantage structurelles qui nous permettent d'analyser de façon comparative, mais sans forcément faire rentrer la véracité historique. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup des reconstitutions qui sont faites de l'hominisation et des théories de l'évolution, ces questions d'émergence historique ou de structure sont fortement mêlées et brouillent énormément je dirais, la compréhension. Alors je pense que pour des raisons, je dirais, méthodologiques, épistémologiques, il convient encore de les séparer pour pouvoir travailler. Je ne veux pas dire qu'il faut complètement les séparer, bien entendu, elles sont essentielles. Et pour les résoudre, bien entendu, il faut aussi développer des appareils je dirais, des heuristiques qui sont de nature complexe et qui, je dirais ça, prennent autant dans les sciences de l'homme, dans l'anthropologie, que dans les sciences de la nature. Si on rapproche, bon, c'est juste un petit tableau qui est pas très satisfaisant et qui est bien dépassé, et beaucoup de mes collègues psychologues diraient qu'il ne marche plus, mais c'est juste pour dire que si on peut rapprocher, on doit rapprocher, c'est aussi parce que certains comportements, comme le test de la tâche, le comportement autodirigé, les attributions d'intention, sont partagés par les hommes, par des chimpanzés bonobos, par des orang-outans, par des orques. Et donc, si les orques les partagent aussi, il faut comprendre aussi ce que peut signifier la reconnaissance dans un miroir chez une orque, ce qu'elle peut signifier à même titre et en quoi elle diffère et pourquoi, dans une radiation évolutive très différente de celle des anthropoïdes, on a des mêmes traits qui apparaissent. Ça, c'est juste pour donner un exemple des raisons de rapprochement. Aussi rapprocher, c'est un tableau que j'ai emprunté à Philippe Tobias, qui est un célèbre paléanthropologue sud-africain qui avait montré dans ses tableaux donc les capacités cérébrales et les quotients d'encéphalisation des anthropoïdes et des hominidés. Donc il avait comparé chez les chimpanzés en haut, les pans, les gorilles, les orang-outans et les australopithèques, les homo habilis, et montré justement en regardant le rapport entre le poids du corps et celui de la taille de cerveau, qu'il n'y avait pas de lien direct entre le développement cérébral, la capacité à fabriquer des outils et à avoir des cultures techniques.
Alors, c'est aussi pour montrer que les raisons je dirais qu'on met d'habitude en avant, qui sont celles d'une corrélation entre langage, développement cérébral et outillage, peut marcher dans certaines espèces, mais ne marche pas forcément dans toutes les espèces, et de façon comparative, ne fait pas forcément sens. Ça, c'est une représentation pour vous montrer l'espace des hominoïdes dans lequel j'opère, et donc les questions que je tente de soulever à propos des outils, à propos de la conscience réfléchie, à propos des capacités à se déplacer, à se mouvoir, à organiser un territoire, se passent non pas chez les humains d'un côté, donc le point 19, le nœud 19, par rapport à l'ensemble des primates, mais dans un espace bien plus complexe. Donc pour traiter des questions évolutives à l'heure actuelle, il ne faut pas les traiter uniquement chez les humains par rapport aux primates, mais il faut les traiter dans une superfamille qui est seule des pongidés, vous voyez les orang-outans en bas, des gorilles, des pans, des ilobates, pourquoi pas. Donc les hominoïdes, c'est l'ensemble de ces singes et de ces grands singes dans lesquels nous faisons partie. Et si on regarde ce cladogramme, on voit que nous sommes plus près des pans, des chimpanzés, en termes de nœuds et de caractères communs, que les chimpanzés ne le sont des gorilles. Vous voyez, entre le 18 et le 19, nous, on est les hominidés nés, donc les hommes préhistoriques en général, sont entre Pan et Homo. Voilà, un cladogramme de ce type-là, qui n'est pas un cladogramme, je dirais, chronologique, hein, qui illustre les apparentements des traits anatomiques, morphologiques, génétiques, etc. des primates, nous permet aussi de représenter autrement nos parentés. Mais vous allez me dire, et la question des seuils, et la question des ruptures, où est-ce qu'elle est aujourd'hui si nous partageons beaucoup de choses avec les grands singes? Alors je reviens sur cette histoire, bien entendu, de technique, où on a toujours pensé, depuis Benjamin Franklin, depuis le 19e siècle, à l'outil comme un propre de l'homme et comme un signe culturel par excellence, ou le langage comme quelque chose qui était diagnostique, qui était le signe de l'humanité. Et plus particulièrement, des outils transformés et non pas des outils utilisés. Donc une des premières grandes questions qui s'est posée au cours des 30 dernières années était celle de la manufacture. On s'est rendu compte que les chimpanzés et d'autres espèces étaient capables, notamment les pinsons depuis Darwin, étaient capables de fabriquer des outils à des fins particulières. Et là, je montre un outil coupant particulier, la pierre étant un des matériaux les plus contraignants et impliquant, soi-disant, des techniques particulières de réalisation. Là, c'est un chopping tool, c'est un outil qu'on a fouillé et découvert dans le nord-est de la Côte d'Ivoire au début des années 2000, avec des collègues préhistoriens. C'est un tout petit outil, hein, il est gros comme ça, là il semble énorme sur l'écran, il fait moins d'une dizaine de centimètres. Et il présente un plan de symétrie avec deux bords coupants qui servent à couper. Et ça serait l'apanage des homininés et des hommes préhistoriques et des hommes actuels. Certains collègues ont essayé d'apprendre à des chimpanzés, notamment à Kanzi, qui est un bonobo, un chimpanzé bonobo qui maîtrise un langage des signes, pardon, un langage appris avec des tokens, avec des signes, à fabriquer des éclats, à produire des éclats à partir d'un nucléus. Et vous voyez en train de trouver un angle de frappe et de développer une technique particulière qui va lui permettre d'avoir un fruit, un bonbon après utilisation de l'outil. Donc un des critères distinctifs était la question du méta-outil, donc un outil pour fabriquer un autre outil qui serait réellement le propre de l'homme. Mais ces questions-là de propre de l'homme, de séparation, de Rubicon, sont d'une certaine façon
regarder toutes ces questions techniques et de milieu par le petit bout. Et aussi de façon extrêmement biaisée, parce que si on voit ce chimpanzé bonobo qui est capable d'apprendre par imitation à réaliser des outils qui ressemblent à ceux des premiers hommes, en milieu naturel, il n'utilise pratiquement pas d'outils. Et les bonobos sont de bien piètres utilisateurs d'outils. Alors qu'ils ont les capacités, ils auraient les capacités à l'avoir. Donc, ces réflexions sur compétences et performances, sur capacité à et réalisation, je dirais, a nourri un certain nombre de trajets différents de recherche. Nous a amené certains, dont les membres de mon équipe, à travailler en milieu naturel, d'autres à questionner ces questions du point de vue du laboratoire, comme ça se fait par exemple au Japon ou aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui fait? Là, je vous ai montré auparavant un objet coupant qui serait propre aux humains, et puis un objet contondant. Ici, c'est un percuteur à casser des noix que j'ai dessiné et qui vient du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de la forêt classée de Monongahga. Donc, est-ce que les animaux, est-ce que les primates seraient capables uniquement d'utilisation, non pas de fabrication? Ils sont bien entendu capables de fabrication, mais pas sur des outils en pierre, ou alors en captivité. Ce qui est assez amusant, c'est que, par comparaison, en étudiant des industries préhistoriques anciennes d'Olduvai Gorge, le célèbre site fouillé par Marie Leakey dans les années 60 et 70, j'ai découvert des percuteurs absolument analogues à ceux des chimpanzés de Côte d'Ivoire, et j'ai mené des comparaisons entre ces outils. Ce qui signifiait aussi que la part végétale, la consommation de fruits et de noix était quelque chose partagé entre les anthropoïdes d'aujourd'hui et les hommes préhistoriques anciens. Et qu'on a tout le temps pensé, je dirais, la techné, l'évolution technique au sens large et la place des instruments coupants comme liés à la carnivorie, alors que, par exemple, pour découper des carcasses d'hippopotames et accéder à des quantités de viande très importantes, alors que l'instrumentation pour végétaux ou pour insectes était aussi hautement, je dirais, contraignante d'un point de vue pratique et cognitif. Alors, la question du territoire. En réfléchissant à tout cela, là, j'ai voulu aussi caler un peu des choses autour des techniques. Je vous promets, il n'y en aura plus trop à présent. Et je vais essayer de soulever la question du territoire. On peut l'apprendre par différentes histoires. Une histoire qui serait anthropologique, populationnelle ou cognitive. Et si on fait en éthologie cette histoire du territoire, on va voir des histoires très différentes, avec des approches qui vont être soit expérimentales en milieu naturel, avec des tests, avec des rats, avec l'hypothèse de la carte mentale et des déplacements, de l'optimisation des déplacements, de la résolution des tâches. Ou alors, on peut avoir une histoire qui va être d'une autre nature, qui va être justement liant l'utilisation d'outils à des fins armées, à des fins de chasse et de défense du territoire. Et ça, c'est les thèses qui sont développées en préhistoire dans les années 50 et dans les années 60, jusqu'au colloque fondateur Man the Hunter de 66, qui va se poursuivre pendant des années. On a un lien relatif très fort et très étroit entre activité de chasse et administration, appropriation du territoire. Du côté de l'éthologie, ces questions-là ne se posent pas par l'usage des instruments et la maîtrise d'autrui, d'autres groupes ou autres, mais plutôt par des questions de gestion des ressources. Mais on est dans des cadres qui sont, dans tous les cas, des cadres adaptatifs et populationnels. Donc plutôt que le territoire, c'est la question de l'espace qui à mon avis, est important. Et quand on regarde
les primates, que ce soit les macaques ou les chimpanzés. On voit des espèces animales qui ont des distributions extrêmement larges, de la Gambie, du Sénégal jusqu'au sud de l'Ouganda, en passant de zones savanicoles à des zones forestières très très denses. On a des distributions animales dans des écosystèmes très différents. Et on a des flexibilités et des variabilités comportementales très très grandes qui impliquent des rapports à l'espace qui sont de nature très, très différents et des utilisations de l'espace quand on est dans des zones de savane sèche du sud du Sénégal, par exemple, qui sont étudiées par Jill Proutz depuis quelques années, avec des chimpanzés qui vont jusqu'à occuper des abris comme des grottes pour se prémunir de la chaleur, à des situations extrêmement différentes quand on est en forêt tropicale humide. Donc c'est juste pour dire aussi que les primates sont intéressants pour cette raison-là. Ils sont aussi, ils nous permettent de comprendre à la fois des lieux d'occupation, mais aussi nous permettent de comprendre des routes, des réseaux, la façon dont ils se déplacent. Et est-ce que ces déplacements sont liés uniquement à des questions de ressources ou est-ce qu'ils s'autonomisent et pour moi, une question principale qui se pose et qui fait lien avec la préhistoire, et je dirais et les particularités humaines, peut-être pas préhumaines très lointaines, mais pourquoi pas aussi, c'est la question de l'autonomisation de l'homme par rapport à son milieu, et est-ce que les singes, ces anthropoïdes en particulier, qui sont dans des milieux très différents, nous permettent de comprendre des choses qui sont liées à, je dirais, une certaine autonomisation, autrement dit non-dépendance du milieu, comme c'est généralement posé habituellement en écologie et en éthologie. Se pose aussi, quand on se pose des questions d'espace, la question de la visibilité. Comment rendre compte des pratiques de l'espace des hommes préhistoriques anciens par leur alimentation, on peut comprendre par l'usure des dents, par l'analyse des régimes alimentaires, l'occupation de certains lieux, une saisonnalité, des pratiques alimentaires particulières et donc des exploitations différentes des ressources d'aliments. Mais dans bien des cas, c'est de façon indirecte. Et on n'a pas d'éléments qui nous permettent, durant toute l'histoire humaine, de parler, je dirais, d'une structuration de l'espace. On a des usages et on a de grandes difficultés en préhistoire à penser, je dirais, l'espace par les usages. On la pense d'abord par les structures. Je vais donner des exemples de ça. Autrement dit, on fait attention à la structuration de l'espace, à des structures dans le sol qui nous permettraient de lire que les hommes préhistoriques ont une maison, ont une structuration de leur habitat, une division, pourquoi pas, etc., comme on le pense pour les humains actuels. Et là, je dirais, c'est un des principaux nœuds de complexité de la préhistoire. Et puis, voilà, c'est le genre de questions qu'on peut essayer d'interroger avec la préhistoire ancienne, et notamment quand on regarde, tout à l'heure j'ai montré cette photo d'hippopotame, on a des sites autour de 2 millions d'années, des sites archéologiques dans lesquels on a un gros animal comme ça, chassé, éléphant, hippopotame, girafe, et puis quelques outils. Ça c'est un certain nombre, un site d'un type particulier. Puis on a des sites plus particuliers, très petits, où on va avoir juste des outils préhistoriques. On a vu qu'à cet endroit-là, les hominidés anciens ont taillé des objets. Donc on a 2 types différents. Et puis on en a d'autres qui sont plus compliqués, dans lesquels il y a à la fois des animaux consommés, des premières structures, des outils. Et c'est ce que Glyn Isaac et bien d'autres chercheurs, durant une vingtaine d'années, ont parlé de home base ou central place foraging, des places centrales de redistribution, de consommation, des lieux de vie, qui peuvent être liés à des éléments particuliers de l'habitat,
que sont par exemple des arbres particuliers dans lesquels ils ont pu se monter aussi pour se protéger de certains carnivores. Donc il y a énormément de théories autour de la préhistoire, autour des sites et du commencement d'une typologie des sites archéologiques. Mais ça se fait autour de 2 millions d'années avec les premiers homos qui coexistent avec des australopithèques. Et ce genre de choses, c'est des choses qu'on a essayé d'aborder, nous, dans mon équipe, qui s'appelait Évolution, Nature et Culture, et pendant une dizaine d'années, on a travaillé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire en particulier, à essayer de comprendre les usages de l'espace chez des hommes actuels, des primates, et puis aussi en menant des fouilles archéologiques. Je vais vous montrer quelques exemples. Mais je n'ai pas résisté à l'idée aussi de vous montrer les dernières découvertes de cette année qui ont été faites par l'équipe d'Hélène Roche et puis Sonia Armand, qui ont publié en juin ou en juillet dernier, si je ne me trompe pas, de nouveaux sites archéologiques dans l'est de l'Afrique, à Lomekwi. C'est le long du... Alors j'ai un pointeur, là, je vais en profiter. Je ne sais pas où c'est. Peut-être comme ça. Ici. Non. Ici. Ouais. Donc c'est le long du nord-ouest du lac Turkana. Et à cet endroit-là, ils ont trouvé des sites archéologiques de 3,3 millions. Donc c'est bien avant les homos. C'est 500 000 ans avant les homos, et on se trouve avec des espèces dont c'est une période qui est aussi une période forestière, où on a des forêts, où on a un couvert boisé relativement important, et on a découvert des êtres où il y a, à ce moment-là, pas d'homo, mais un Kenyapithèque, et c'est la même période à laquelle vivait Lucie, donc des australopithèques afarensis, des australopithèques qui étaient très très différents de nous, avec des faibles capacités cognitives, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est la découverte d'outils taillés qui sont les plus anciens qui ont été découverts jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant dans ces outils taillés, qui sont non pas décrits comme les premiers outils taillés qu'on décrivait sous la technocomplexe oldowéen, donc des outils sur galets aménagés, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais des outils qui sont à la fois produits par des fracturations qui sont, je dirais, sur enclume, donc de façon avec des tailles bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a un outil, puis qui est taillé, ils sont appuyés, ils ne sont pas tenus directement, donc il n'y a pas une indépendance des deux gestes et une bimanualité. Il y a, comme on va le voir avec les homos et avec les outils suivants, comme ceux de cette période chronologique-là, mais on a des outils qui sont extrêmement rustiques et d'une certaine façon bien plus comparables à ceux qu'on trouve chez les chimpanzés actuels en termes technologiques. Donc on trouve aujourd'hui, enfin, je dirais on le supposait depuis très longtemps, mais on trouve enfin des outillages lithiques en dehors de notre propre lignée d'homo. Donc on trouve chez les Kenyapithèques et chez peut-être des australopithèques, on ne sait pas qui sont exactement les artisans de ces outils-là, une autre forme. Alors, est-ce qu'on peut prendre ces questions d'organisation spatiale, de structure motrice que j'évoquais tout à l'heure dans la taille de ces chopping tools comme quelque chose qui pourrait s'apparenter à celle de l'organisation, la structuration de l'espace? C'est des questions qui ont été posées par certains psychologues et préhistoriens il y a une trentaine d'années. Généralement, c'est des modèles piagétiens qui sont utilisés, et Thomas Wynne a écrit un livre sur l'évolution formelle des outils les plus anciens, en utilisant les modèles de Piaget pour analyser les formes et les types de motricité qui étaient impliqués par les formes de ces outils, et tenter de les étendre à la question de l'espace. Mais je dirais sans grande réussite, parce qu'ils travaillaient uniquement sur les formes et non pas uniquement sur les processus qui permettaient la production de ces objets. Et là, cette photo-là vous illustre, je dirais, voilà, un gros tas de pierres, vous allez me dire, mais en fait, c'est alors je joue la suivante, ça sera plus simple. C'est le premier
ronds de pierre de la préhistoire, et ça serait cette structure-là d'Olduvai, du sol d'Eka1, qui date d'1 800 000 ans, que j'ai photographié là précédemment, et la première structure qui a été interprétée comme une structure d'habitat par Marie Leakey. Et ça sur la base à la fois de ce rond de pierre très, très régulier, qui servait d'élément de calage, et puis aussi sur cette zone-là tout autour, qui est une zone périphérique vide. Et vous savez que depuis le roi Gourand, on parle de témoins négatifs, où les archéologues, quand ils fouillent, quand ils trouvent des espaces vides, qui sont des sortes d'artefacts ou de biais dans les sols, les interprètent comme des lieux dans lesquels il pouvait y avoir des pots ou des matériaux, qui fait que les objets ne s'accumulaient pas, et c'est un moyen de comprendre des structures disparues. Alors vous avez un modèle, le modèle de hutte Hottentote, qui avait été utilisé par Marie Leakey pour interpréter cette structure, mais là on est typiquement dans un premier cas de ce que j'évoquais, c'est-à-dire que la préhistoire pense les questions de points, de sites et d'espace, avant tout par des structures, par des formes, et moins par des usages, par des routes, par des navigations, par des façons de faire. Alors, au-delà de ces structures, on est allé travailler dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, là c'est la région de la Comoé, où on a fait des fouilles archéologiques et des prospections à différents endroits. Et on a trouvé, je vous ai montré un exemple d'outil précédemment, mais là justement pour contrevenir à ces approches situées, on a essayé d'analyser les zones je dirais de façon plus large, sur un territoire entier. Et là, l'élément structurant, c'était dans ce cas-là le fleuve Comoé, près duquel on a travaillé. Et ici, vous avez la région de Gorowi. Donc là, il y a un petit village. Je ne sais pas si c'est ce point noir, ça c'est une image satellite. Et on a travaillé dans ces zones rouges-là, qui sont des forêts relativement denses, mais isolées, et le long des forêts-galeries du fleuve Comoé, où j'ai découvert au début des années 90 des chimpanzés de savane, qui étaient contre toute attente encore présents dans ces régions-là. Bon, tout ce que je vous raconte est malheureusement un peu anecdotique, parce qu'en 2003, on a fait toutes ces découvertes-là et commencé à travailler dans cette région-là en 2000. En 2003, ça a été le début de la guerre civile en Côte d'Ivoire. On a dû, je dirais, replier et abandonner malheureusement ce lieu-là, où il y a une thèse qui en est sortie, qui est une thèse de Frédéric Jankowski. On a sur les babouins, on a travaillé à la fois sur le comportement des babouins, sur ceux des chimpanzés, et puis de la préhistoire. Et un de nos collègues ethnologues, Nicolas Govorov, a travaillé sur les questions d'espace dans cette région-là, et a montré justement les différents espaces utilisés par les populations Kulango qui vivent dans cette région-là, qui certains sont, je dirais, notamment ceux des hommes, ceux de la chasse, recoupent en grande partie ceux des chimpanzés. Donc on s'est interrogé sur, je dirais, cette cohistoire des chimpanzés et des hominidés. J'avance un peu plus vite parce que je me rends compte que je suis lent. Une des recherches qui a été menée aussi de façon comparative très, très large par mes collègues éthologues, ça a été une comparaison de différentes régions, différentes, je dirais, comportements et différents sites chimpanzés dans toute l'Afrique, et montrer qu'il y avait des différences dans les... il me parle de culture, je parle de variantes techniques ou de traditions techniques, peu importe, dans différentes populations de chimpanzés, notamment à Taï ou à Bossou, où j'ai pu travailler, et qui montrent des variations qui sont indépendantes des facteurs écologiques et des facteurs génétiques ou anatomiques des différentes populations de chimpanzés. Dans cette région de la Comoé, on a découvert l'utilisation de la pêche aux termites, qui est faite par ces chimpanzés, et qui était intéressante pour différents aspects, parce que
il y a différentes techniques et variantes techniques dans les façons de pêcher les termites chez les chimpanzés. Si on est en Afrique de l'Est, on utilise un certain outillage relativement fin. Si on est en Afrique centrale, au Gabon notamment, on va utiliser des percuteurs plutôt de ce type-là, qui sont des gros bâtons qui permettent de perforer les termitières. Il se trouve que dans cette région-là, on a trouvé des types d'outils très différents qui correspondent probablement à des usages différents. Donc vous voyez par exemple cette baguette abandonnée par un chimpanzé dans une termitière. Tout ça pour évoquer, parce que je sais que vous avez eu un séminaire ici avec Nicolas Lescureux sur la chasse, et cette question des relations entre les carnivores et les humains qui est une histoire particulière de l'humanité, effectivement relativement étroite, aussi me semble devoir être étendue à d'autres animaux bien plus modestes que ce sont les insectes, que sont les invertébrés. Et il y a une quinzaine d'années, un de mes collègues préhistoriens, Francesco De Rico et Lucinda Backwell, ont travaillé sur des outillages sud-africains du site de Swartkrans, qui date d'1 500 000 ans, et ils ont découvert des petits outils en os, très très lisses, et ils se sont rendus compte que la forme et l'usage et les microtraces qu'il y avait sur ces outils n'avaient pu être produites que par un certain type de sédiments. Et c'est en répliquant ces outils et en allant perforer certaines termitières qu'ils se sont rendus compte que la terre des termitières pouvait produire ce type-là d'usure. Donc le modèle insectivore est un modèle qu'on néglige complètement dans l'histoire humaine, mais qui, à mon avis, est très important, parce que c'est une source inépuisable de protéines, et qu'on a pensé l'évolution humaine uniquement par rapport à la question de la carnivorie, de l'outil armé, etc., mais qu'en fait les insectes, ou d'autres ressources végétales, comme des noix extrêmement dures, dont je vais parler à présent, impliquent des résolutions techniques de notre nature, mais surtout des modes de vie et de relations qui sont de notre nature. Et on voit chez les chimpanzés actuels, je dévoile ce que je vais dire un peu plus tard, que les femelles chimpanzés aussi passent plus de temps socialement à exploiter des végétaux ou des insectes que les mâles qui, eux, participent à d'autres activités comme celle de la chasse. Et donc la chasse aussi n'est pas propre aux homininés, mais on la retrouve aussi chez les grands singes. Et là, c'est des photos prises par Christophe Busch à taille, de chasse au colobe, et qui sont d'autres singes qui sont chassés de façon collective, organisée, synchronisée, etc., mais qui n'impliquent pas d'outils. Les chimpanzés chassent sans outils. Par contre, ils chassent de façon coordonnée. Et la seule utilisation d'outils, ce sont des petites baguettes qui leur permettent de récupérer la moelle dans les diaphyses des ossements. Donc là, on a une utilisation particulière. Je dirais que l'outil, il est secondaire à la tâche elle-même. Donc, déconnectons la question de la complexité de l'outillage, même si j'ai montré des outils préhistoriques en pierre, de celle je dirais, de la chasse comme, je dirais, moteur principal de l'hominisation. Ça, c'est différents sites sur lesquels on a pu travailler. J'ai pu travailler dans les années 90 et 2000 en Côte d'Ivoire, où j'ai pu mener différentes prospections et comparer les comportements et les activités de ces animaux-là et leurs différentes techniques. Là, c'est un survol aérien de la région du sud de la Côte d'Ivoire, cette région-là. Cette région de Monogaga, où vous voyez cette bande verte qui est une ancienne forêt classée, qui avait été exploitée, qui faisait partie du territoire papetier de la Côte d'Ivoire, mais qui avait été, je dirais, laissée en repos depuis une vingtaine d'années. Et quand j'y suis allé, il y avait encore des chimpanzés, encore du cassage, contre toute attente.
et des particularités tout à fait intéressantes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre, quand j'ai démarré mes études, c'était au milieu des années 80, en 88, je partais avec des cartes IGN, ou IGCI, IGN de la Côte d'Ivoire, et j'allais prospecter. Et puis quelques années ensuite, là c'est dans les années 90, on s'est rendu compte que toutes les forêts classées ou les parcs étaient en grande partie extrêmement dégradés, et qu'autour des parcs, il y avait effectivement encore des barrières forestières assez denses. Puis quand on rentrait au centre du parc, on voyait des campements, des exploitations, l'abattage des arbres et quasiment des champs. Donc je dirais la vue satellitaire et les prospections aériennes ont été pour moi un moyen de compréhension des endroits où on pouvait encore trouver des chimpanzés. Et donc j'ai parié non pas sur une éthologie sur un site particulier comme ça se fait à Taï, à Bossou ou à Gombe, mais sur des surveys sur l'ensemble du pays de façon plus large. Aussi pour des raisons qui sont plus prosaïques, qui sont qu'en France, on n'avait pas les moyens de développer une éthologie, je dirais, située et des camps d'études qui sont extrêmement coûteux en temps et en moyens. Alors, pour montrer différentes facettes de l'activité et de l'utilisation de l'espace par ces animaux, je rappelle aussi qu'ils sont arboricoles, même si les chimpanzés sont des knuckle walkers, donc autrement dit des anthropoïdes qui se déplacent en s'appuyant sur leur métatarsien et qui marchent au sol. Ils se déplacent aussi dans les arbres, et donc ils ont réellement un usage de l'espace qui n'est pas un usage comme celui des bipèdes. Et on a pensé l'évolution humaine, bien souvent en matière spatiale, au sol, en bipède, alors qu'il faut la penser, me semble-t-il, aussi vue d'en haut. Et les chimpanzés peuvent se déplacer d'arbre en arbre, même s'ils ne sont pas des animaux arboricoles, ce sont des animaux qui se déplacent généralement au sol, mais qui peuvent passer d'arbre en arbre aussi, comme d'autres singes, et qui ont des visions de leur territoire qui sont aussi fortement différentes des nôtres, qui peuvent, je dirais, par leur pratique, suivre une piste préformée par des éléphants dans la forêt, comme se déplacer de gros arbres émergents en d'autres, etc. Donc il y a différentes modalités d'utilisation de l'espace. Il y a aussi des choses qui ne laissent pas de traces, comme celle-là, par exemple. Bon, la zone de cassage de cette femelle, il est dans un arbre. Donc elle s'est mise sur la fourche d'un arbre ou qui présente un espace, une surface suffisamment large. Elle a anticipé la chute des noix. C'est le début de la saison. Elle commence tout juste à casser. On est dans les premiers moments où les coulailles d'Ulysse, où les noix tombent. Et là, elle est montée dans un arbre. Ce n'est pas un coula, c'est un gros arbre à côté d'un coulaille d'Ulysse. Je ne sais plus lequel, et elle a pris un percuteur en pierre, en bois, une petite branche, avec lequel elle va casser les noix. Bon, il est important aussi de noter que ce comportement-là, il est plus à taille, et plus particulièrement pratiqué par les femelles que par les mâles, qui sont des bien meilleures utilisatrices que les mâles. Bon, ça c'est une autre photo dans la forêt de Taille, mais sur un autre site, où j'ai travaillé avec un collègue allemand, Gerhard Radl. Et là, c'est le cassage d'une énorme noix. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la vidéo pour vous montrer la capacité de cet animal. Mais là, il est en train de mobiliser un percuteur qui fait une quinzaine de kilos. Donc, vous voyez ici, il est vraiment énorme. Et on a une gestuelle asymétrique uniquement avec une main parce que la pierre est tellement lourde qu'il ne peut pas la soulever en une main. Donc en fait, il fait un mouvement englobant et il gère. Il a une gestuelle qui est latéralisée, tout à fait étonnante. J'en montre une autre. Ça, c'est une séquence que j'avais sur mon ordi, donc j'espère qu'elle va marcher. Celle-là, elle vient de la Sierra Leone, sur l'île de Tiwai Island. Elle a été faite par une équipe télé, de toute façon tout à fait étonnante. J'ai racheté ça à Granada Télévision, en Angleterre, parce que c'est un document unique. Cette population-là, avec la guerre au Sierra Leone, a été décimée. Et voilà, ce que je vous montre là est tout à fait unique en son genre et pas décrit par les éthologues. Donc c'est une équipe télé qui a filmé ça. Il y avait une petite étude
Alors, ce que j'ai découvert sur cette vidéo, en fait, c'est que les chimpanzés utilisent les outils de façon fort différente de ceux de la Côte d'Ivoire. Et ils utilisent ces outils en pierre pour casser une noix plate qui s'appelle Deuterium senegalense, qui est une noix qui a une drupe avec un tissu ligneux très, très, très difficile à ouvrir. Et ils utilisent non pas le percuteur sur sa face plane, mais, comme vous avez pu le voir, sur son bord le plus tranchant, ce qui permet de couper le tissu ligneux de la noix avant d'atteindre l'amande. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, ce que j'appelle une variante technique, qui est tout à fait différent de ce qu'on observe à Taï, en Côte d'Ivoire, ou dans d'autres forêts du Libéria, où les chimpanzés cassent les mêmes noix, mais attendent que la noix soit pourrie et que l'extérieur de la noix soit pourri avant de pouvoir l'ouvrir. Donc on a une pratique tout à fait originale des chimpanzés de Tiwai Island. C'est juste pour montrer un exemple de ce qu'est une variation technique. Mais pour documenter ça et comprendre, vous voyez cet endroit-là, cet arbre, avec ses noix et puis ses instruments, c'est quelque chose que j'ai cartographié pendant des mois et des mois dans les forêts. C'est juste un exemple de cartographie. Donc là, c'est un Parinari excelsa, qui est un grand arbre qui a... Bon, là, je ne sais plus quelle est l'échelle. Ouais, je l'ai mise, heureusement. C'est pas... donc, vous voyez, je ne sais pas, une centaine de mètres carrés, avec un arbre qui produit un certain nombre de noix, des centaines, des milliers de noix, avec les différents ateliers de cassage. Et puis, sous la couronne de l'arbre, un autre type d'arbre, Koulaï d'Ulysse, qui produit des petites noisettes qui sont extrêmement bonnes et consommées aussi par les populations locales. Et puis un autre arbre, Panda oleosa, qui produit une très grosse noix, très très dure, qui est très, en termes de calories, est la noix la plus calorique qui existe sur la planète, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, on a une imbrication de sites et d'ateliers de cassage sur lesquels les animaux viennent et reviennent pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Donc on est face avec ces sortes d'ateliers à des structures qui ne sont pas organisées, mais d'une certaine façon qui commencent à être organisées par leur usage répété, qui créent des sortes de saillances, je dirais, dans les objets. Là, c'était juste un graphique pour montrer les transports des percuteurs d'un arbre à un autre, parce que les animaux transportent leurs percuteurs sur certains sites, sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. Donc, on a, suivant les communautés de chimpanzés, aussi des usages de l'espace qui sont différents, avec des transports sur quelques kilomètres, et puis l'instrument transporté peut être repris d'un endroit et puis transporté sur un autre site. Donc on a, je dirais, des réseaux relativement compliqués qui ont bien été décrits. Et puis j'ai voulu montrer aussi certains lieux particuliers de la forêt. On pense toujours à la forêt vierge tropicale comme un lieu plat et où on a juste un couvert. Non, il y a à certains endroits, dans ces forêts de taille, ce qu'on appelle les Inselberg, qui sont des grands dômes granitiques, qui sont des lieux tout à fait particuliers. Voilà, on est à peu près à hauteur d'arbre et on a une végétation un peu plus sèche que celle de la forêt. Là, on a, je ne me souviens plus l'espèce, je crois que c'est un capoquier, qui est un arbre qu'on trouve davantage en savane. Et là, il est sur cette Inselberg. Et certains des capoquiers sont consommés par les chimpanzés. Alors, ils présentent d'énormes épines là. Et il y a certaines populations de chimpanzés qui se font des espèces de gants avec des feuilles pour passer la zone des épines des contreforts de l'arbre et monter, récupérer les fruits. Voilà, tout à l'heure je vous ai montré une carte. Voilà, ça c'est au pied d'un Inselberg. Là vous avez un Inselberg, je crois que c'est l'Inselberg qui était en photo précédemment. Et vous avez toute une structure avec, je ne sais plus combien il y en a, 6 ou 7 arbres, là, ou 8. Et donc là, on a une concentration particulière. On a un Inselberg avec des ressources en pierre relativement importantes. On a différents Panda oleosa, cet arbre producteur de noix, très nutritif. Et on a une zone de bas-fond. Donc là, on a une conjonction où cet arbre se trouve plutôt dans les bas-fonds,
entre ces arbres-là, l'Inselberg, les disponibilités. Donc on a des zones dans le territoire des chimpanzés dans cette région-là qui sont tout à fait, je dirais, propices et qui jouent le rôle pour moi d'attracteurs dans le paysage et qui sont réutilisés. Là, c'est au Mont Nimba, on a juste un percuteur, une enclume, et voilà le type de noix. Là, c'est le même type de noix, Pandaoleosa. Là, c'est à taille. Et cet énorme percuteur et cette enclume qui est usé comme un métate néolithique, hein. C'est vraiment un outil qui présente, si on le mettait sur un site néolithique, qui présenterait les mêmes caractéristiques, à part que là on a un machin qui fait une quinzaine de kilos ou une vingtaine de kilos. Là c'est dans la forêt classée de Lacio. Et puis là, c'est à taille aussi. Et là, vous voyez la racine de l'arbre qui est complètement usée. Et on voit les différentes cupules d'usage, donc avec des répétitions sur lesquelles j'ai pu travailler et aussi fouiller ces sites chimpanzés, faire une archéologie des chimpanzés d'une certaine façon, et montrer que, voilà, ça c'est avant la fouille. Et après, j'ai compté l'ensemble des noix. Et là, on se trouve à plus de 10 000 noix. Et quand on fait un rapport entre la productivité de l'arbre et le nombre de noix, on arrive à des durées d'occupation qui sont entre 250 et 500 ans. Depuis que j'ai fait ces études-là, il y a d'autres études qui ont été faites. Et il y a des gens qui ont fait des fouilles archéologiques dans les mêmes régions, qui sont descendus nettement plus bas et qui ont trouvé des sites archéologiques chimpanzés vieux de 6 000 ans. Donc on voit que cette activité est une activité sur le long cours. Et là, juste au passage, ça, cette enclume-là, elle est fendue, c'est du granite gneiss, c'est une pierre extrêmement dure, grenue, qui en plus n'est pas fracturante, et pourtant elle est fracturée en deux tellement l'activité a été intense. C'est juste pour montrer. Alors c'est juste pour introduire que l'espace, penser à l'espace, c'est penser bien entendu au temps, à la pérennité des activités, et montrer que, là c'est des études qui ont été faites par l'équipe de Christophe Bosch à Taille, qui montrent que les chimpanzés ont des comportements de checking, de vérification en anticipation de la saison de fructification, sur les figuiers en particulier, qui sont systématiquement faits par certaines femelles et qui vont jusqu'à, je dirais, jusqu'à 3 ans. Donc il y a des anticipations vous savez que les arbres ne fructifient pas forcément de façon saisonnière, et ils se sont rendus compte avec leurs études statistiques sur l'ensemble des comportements, qu'il y avait des vérifications par anticipation sur des zones qui n'avaient pas été visitées à 3 ans, voire plus. Donc il y a une mémoire, une utilisation des ressources au-delà de la saison, au-delà même de l'année chez ces animaux-là. Donc c'est pour montrer effectivement tout ce genre de choses-là, qu'on pensait, je dirais, capacité de planification et d'anticipation qu'on pensait uniquement propre aux hommes modernes, humains modernes, hein, et en fait on commence à les découvrir dans le monde animal. Bon, ça c'est pour montrer l'exemple du Banco, qui est un parc naturel à proximité d'Abidjan, dans lequel, bon aujourd'hui c'est fini, mais dans lequel j'avais trouvé des chimpanzés et une activité de cassage avec des transports sur plus d'1 kilomètre. C'était pour casser des noix de Coulaï d'Ulysse. Alors, quand je vous parlais de petites fenêtres tout à l'heure en démarrant, en voici une. Ça, c'est toujours dans le parc de Taille, dans le sud, au Mont Nignokwe. On suivait une femelle chimpanzé qui n'était pas encore habituée à la présence humaine. C'était une immigrante, elle venait de débarquer d'une communauté d'à côté. Elle était encore extrêmement farouche, elle n'était pas habituée à la présence humaine, et dès qu'on est arrivé, elle est partie. Bon, malheureusement, on ne l'a pas vue casser. Mais elle faisait quelque chose qu'aucun des membres du groupe, de la communauté, ne faisait, c'est qu'avant de casser ses noix, elle les alignait. Elle en faisait là il y en a je crois une douzaine, qui sont alignés. Vous avez l'atelier de cassage qui doit être juste en dessous, et l'énorme percuteur qui permet de casser cette noix extrêmement dure. Alors ça, je dirais que c'est ces petites fenêtres-là qui me donnent à penser autrement, je dirais, les phénomènes évolutifs. Là, on est face à un séquençage de l'action. Est-ce qu'elle compte ? Est-ce qu'elle consomme ? Parce que d'habitude, les chimpanzés cassent une noix, la mangent, cassent une noix, la mangent.
les femelles laissent de façon tolérante les petits-enfants venir manger certains éléments, partagent. Ça dépend des âges, ça dépend de l'autonomie. Bon, je ne rentre pas dans ces histoires-là. Mais là, on avait un comportement d'une nature différente. Fort différente, où on va avoir une organisation, une planification de l'action, même de la micro-action, même de la séquence gestuelle. On a une configuration particulière. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette question de l'organisation. Comment on organise notre espace, nous humains, comment on dispose nos éléments. Voilà, j'ai bien rangé ma montre, comme ça, j'ai posé ça. Ça, c'est une particularité des hommes modernes, que d'organiser à un niveau micro, à un niveau macro, l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on le construit, ça veut dire qu'on l'aménage. Je pense que le meilleur mot, c'est aménagement. Et là, on a un premier exemple d'aménagement dans le monde animal. Bien entendu, on sait que les oiseaux font des nids, structures, etc. etc. Mais c'est autre chose. Là, on est face à d'autres types de comportements qu'il est bien difficile d'expliquer et qu'il faut penser, je dirais, par-delà l'espèce. Le lien, toujours dans la même forêt, toujours dans cette même mission, au mont Niñoqué, on a trouvé également une autre femelle qui, elle, était habituée mais assez craintive et qui a utilisé cet énorme polyèdre, qui est un objet de cette taille-là, qui est à Marseille dans mon bureau. Donc c'est un outil en quartz, très, très, très dense, très, très lourd, je ne sais pas, il fait 1,5 kg, quelque chose comme ça, qui a été utilisé par cette femelle pour casser les mêmes types de noix. Et en fait, quand je l'ai pris, parce que je l'ai littéralement volé à la femelle chimpanzé quand elle est partie, je l'ai mis dans mon sac parce que j'y croyais pas. Mais j'y croyais, mais je ne voulais pas le croire. Et c'est juste en rentrant au camp que je me suis rendu compte de ce que c'était. En fait, c'est un outil préhistorique, réalisé probablement par un Homo erectus, voire un être plus ancien. Donc la femelle chimpanzé avait trouvé un site préhistorique. Tout à fait, et utiliser un outil d'un Homo erectus. Ce qu'on connaît dans la région, c'est ce qu'on appelle les cultures sangoènes. C'est des cultures du paléolithique moyen, paléolithique inférieur. On ne sait pas très bien les dater parce que dans ces forêts primaires, il n'y a pas eu encore d'études bien menées. Mais voilà, donc on a quelque chose de tout à fait étonnant qui est utilisé par deux espèces différentes en deux temps différents. Un fabriqué par un homme préhistorique et transmis. Bon, on n'est pas dans 2000 ans d'Odyssée de l'espace, mais presque. D'une certaine façon, on a un transfert. Bon, la femelle voit des qualités dans cet objet qui ne sont pas les mêmes que celles qu'en a vu l'homme préhistorique. Mais voilà, j'ai commencé à réfléchir à ce que voulait dire fabriquer. Bon, ça c'est une image que j'ai piquée dans un article de Tim Ingold et qui montre voilà, bon, une structure esquimaude et puis en haut une construction de castor. Mais bon, je ne rentre pas dans cette histoire-là, ça serait trop long. Donc travailler aussi sur les nids parce que tous les outils et tous les objets et toutes les structures ne sont pas complexes. Et certaines apparaissent complexes, mais d'une certaine façon sont régulières et se rencontrent dans toutes les espèces. Et là, on a... là, c'est dans la région de Burunda où j'ai travaillé avec un de mes doctorants, Vincent Leblanc, qui a travaillé sur les interactions entre les Landoumas et les différentes populations de cette région-là et les chimpanzés. Et là, ce sont des nids chimpanzés qu'on a photographiés. Là, on est monté dans l'arbre, on a pris une photo du nid. Donc les chimpanzés font des nids quotidiennement, parfois même des nids de sieste. Ça, c'est un nid de journée qui est relativement bas. Vous voyez, je sais pas, il est à 3 mètres de haut, quelque chose comme ça, qui est un aménagement, qui n'est pas une construction faite avec des objets qu'on ramène. Oui, il y en a quelques-uns qu'on ramène, mais ce sont des branches qui sont ployées, qui sont généralement dans des fourches, et les arbres gardent la mémoire de leur transformation. Et on trouve, au fil des années, bon, sur 3-4 ans, on retrouve les traces des nids, mais au-delà, on ne les retrouve pas. Et on voit que les chimpanzés, parfois, dans certaines forêts sèches,
où les disponibilités sont faibles, reviennent sur les mêmes branches d'arbres et refont les nids à peu près aux mêmes endroits. Donc il y a une espèce d'aménagement, bon, je ne vais pas dire horticulture, ça serait bêta, mais quelque chose de cet ordre-là, et qu'il est important de prendre en compte, et de prendre en compte tout autant je dirais, les caractéristiques des milieux, des matériaux utilisés, mais aussi leur signification. Là, on a une femelle chimpanzé qui est au-dessus dans un nid, et puis il y en a un qui est un peu frustré, qui est juste en dessous. Bon, après, on m'expliquera, puisque je suis avec des guides qui connaissent bien le groupe, que celui-ci, en fait, était le fils de cette femelle qui est avec son petit, qui est dans le nid. Donc il y a toute une histoire, il y a tout un ensemble de relations, et on peut dormir dans les arbres sans nid aussi, sans structure complexe. Alors, je ne résiste pas aussi à vous montrer quelque chose qui est nouveau, et qui vient d'être redécouvert par des collègues de l'université du Max Planck à Leipzig, dans une vaste étude qui a été publiée le mois dernier, et qu'on avait découvert avec Vincent en 2005 en Guinée, et qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et là, ça a été, je dirais, confirmé, et nos hypothèses n'étaient pas très loin de la vérité. On a trouvé dans des forêts sèches de Guinée des grands arbres avec d'énormes traces, et puis des amoncellements de pierres, de latérite, au pied de ces arbres. Et je voyais bien qu'il n'y avait pas de noix, qu'il n'y avait pas de cassage. On avait entendu des chimpanzés tambouriner et crier dans ce coin-là, donc on savait que c'était probablement les chimpanzés qui avaient fait ça, mais on n'avait pas la preuve et on n'a pas pu mener d'études suivies. Et on a décrit ça sur 2 arbres avec des accumulations importantes. Dans l'un, il y a 52 pierres, dans l'autre, il y en a 27, de taille et de poids relativement différents, avec des blocs qui vont jusqu'à une douzaine de kilos, d'autres qui font 1 kilo simplement, des blocs cassés, des blocs fragmentés, des blocs entiers. On ne comprenait pas très bien. J'avais fait l'hypothèse que c'était des objets non fonctionnels qui avaient servi aux chimpanzés à faire du tambourinage. Vous savez que les chimpanzés communiquent en tambourinant sur les contreforts des arbres, et qui peuvent par cela indiquer différents displays, relations entre individus, aussi indiquer des directions, des actions particulières. Je ne rentre pas dans le détail. Mais là, on avait quelque chose qui nous a interrogé fortement, que j'avais interprété en termes de drumming amplifié. Et il se trouve que l'étude qui a été menée par les collègues allemands a montré sur 34 groupes de chimpanzés d'un projet très très large, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, ils ont posté des caméras automatiques sur des endroits où vous savez qu'il y avait des chimpanzés, et sur 34 communautés. Sur ces 34 communautés, il y en a 4 où ils ont découvert des espèces de drumming. Alors, soit les chimpanzés frappent les arbres, soit ils lancent, soit ils jettent les pierres comme ça entre les contreforts en les laissant tomber. De façon tout à fait étonnante. J'ai malheureusement pas pu récupérer la vidéo, sinon je vous l'aurais montré. Donc ils jettent comme s'ils les mettaient dans une tirelire là, et ils mettent les pierres entre les contreforts des arbres. On ne peut pas expliquer encore ce comportement-là. Eux, ils parlent de rituel, ils parlent de cairn, etc. Bon, là, je suis en total désaccord avec les interprétations tout à fait, pas fantaisistes, mais tout à fait fonctionnalistes et complètement, je dirais, qui vont bien trop loin selon moi. Mais ce qu'ils voient, c'est qu'il y a le ramassage de pierres, il y a des cris, il y a le délancer avec des frappes, des lancers ou ce que j'évoquais comme laisser tomber, tossing, donc dans des activités généralement de display. Donc je suis très heureux de cette découverte qui permet d'éclairer nos observations, qui étaient des observations faites de façon archéologique. Alors je terminerai rapidement en disant quelques mots interspécifiques. J'ai malheureusement été, je pense, un peu trop long, et en rappelant qu'à l'heure actuelle, on a une tendance à symétriser énormément les relations entre les hommes et les animaux.
en parlant d'hybridation, de communautés hybrides, de perspectives symétrisées, parce que les chimpanzés ont des compétences tout à fait étonnantes. Ce que j'essaie de faire à l'inverse en milieu naturel, c'est de comprendre l'asymétrie, à la fois la symétrie et l'asymétrie qu'il peut y avoir entre les différentes espèces et comment elles peuvent cohabiter. Et ça, je l'ai démarré dès les études dans les monts Nimba, où, s'interrogeant justement sur les activités de cassage des chimpanzés, j'ai découvert qu'aux mêmes endroits, des rats aussi consommaient des noix, et bon, qui laissent des traces assez diagnostiques, des petits trous dans la noix, comme on voit les rats ou les écureuils manger les noisettes, mais aussi des ateliers utilisés par les populations ex-Yakuba de la région, et qui consomment des noix de Koula d'Ulysse, mais avec des structures et des façons de les consommer qui sont bien entendu différentes et qui vont être ramenées au village, même si certains les mangent un peu sur place, et même les commercialiser. Donc j'ai commencé à réfléchir depuis le début de mes études éthologiques aussi sur comment aborder ces questions, je dirais, de cohabitation des anthropoïdes en particulier et différentes populations en Afrique de l'Ouest. Et le déclic a été dans la Comoé, dans la région que j'évoquais tout à l'heure, en découvrant les chimpanzés, qu'on a découvert dans un baobab. Et puis on s'est rendu compte qu'autour du baobab, il y avait des espèces de tumulus, et en fait c'était un ancien village. Donc en fait, les chimpanzés occupaient une zone qui avait été occupée au 19e et au 18e, enfin jusqu'au 19e siècle par des populations humaines. Donc ça c'est dans la région de Gorowi. Et donc les espaces changent. Et les chimpanzés ne vivent pas forcément dans la nature la plus lointaine qui soit. Ils vivent aussi en grande partie à proximité des hommes ou dans des zones qui ont été occupées autrefois par les hommes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des animaux qui sont domesticables et domestiqués, loin de là. Et là, voilà, ça c'est les meilleures photos des chimpanzés de la Comoé qu'on ait pu faire. Alors que dans une zone habituée, comme celle de taille, voilà, on est à 5 mètres des chimpanzés, on peut les filmer. Donc aussi, pensons que les connaissances locales ne sont pas forcément des connaissances éthologiques très poussées parfois, elles sont souvent des connaissances à distance qui laissent une très large place à l'imagination et à la projection. Un autre exemple aussi de croisement est celui que j'ai trouvé dans la forêt du Banco. Tout à l'heure, je parlais du transport, donc on a travaillé sur le transport, et puis à un moment, c'est une forêt lagunaire à proximité d'Abidjan, donc on a un sol très sableux, très peu de roches apparentes, très peu de racines, puisque les arbres plongent leurs racines très profondément dans ce milieu sableux, donc on a très peu de contreforts et de racines apparentes. Et les chimpanzés étaient bien en peine de trouver les endroits où casser leurs noix. Et puis on est tombé sur quelque chose de tout à fait étonnant, qui est une ancienne traverse de chemin de fer. Cette forêt avait été exploitée au début du XXe siècle pour ses grumes, et ils avaient installé, les forestiers avaient installé un petit train dans la forêt pour extraire les grumes et sortir les grumes de la forêt du Banco. Et restait au milieu de cette forêt une traverse de chemin de fer qui était utilisée par les chimpanzés pour casser, là vous avez un percuteur, des noix de Koula d'Ulysse. Donc j'ai fait la fouille de cela. C'est pour montrer aussi que, peu importe, mais bon là aussi on a un exemple tout à fait particulier. Un autre exemple pris en Guinée, là, dans la région de Burunda, qui a été observé par Vincent, c'est ce petit machin tout sec là. En fait, c'est un tas de feuilles. Un tas de feuilles dont les chimpanzés, on appelle ça leaf cushion en éthologie, c'est le deuxième cas qui a été découvert, il y en avait un premier qui avait été découvert. Ces feuilles sont une petite pile de feuilles que les chimpanzés utilisent pour mettre sur leurs fesses, notamment dans des périodes humides. Et nous, on était tout fiers de notre découverte. Et puis les guides nous ont dit « Ah, mais c'est le tabouret du chimpanzé !»
Donc le tabouret, c'est pas un mot neutre non plus en Afrique, mais bon, c'est le siège important, royal, quasiment, du chimpanzé. Donc ça existait, ça rentrait, je dirais, dans leur régime de connaissances et dans leur représentation, et comme quelque chose de tout à fait bien connu. Alors ça, c'est pour montrer, dans toutes les zones dont j'ai parlé en Guinée sont ici, les différents points, et ça, et les activités de cassage se trouvent ici, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, où j'ai pu travailler. Et puis là, on part dans la zone d'Afrique centrale, et là, il y a ce qu'on appelle une zone vierge, qui a été étudiée par certains historiens, je pense à Dominique Juet-Bolaton, qui a travaillé sur les forêts de cette zone-là d'Afrique, sur les bois sacrés en particulier. Et là, il y avait une hypothèse pour moi qui était une hypothèse anthropique. Pourquoi un défaut? Pourquoi cette zone vierge dans laquelle il n'y a pas d'animaux et où il y a des différences dans les faunes? Est-ce que c'est uniquement pour des raisons écologiques et d'évolution climatique, ou est-ce que aussi c'est pour des raisons anthropiques? On a exploré avec mon collègue Nicolas Govorov différentes régions du Ghana, donc ce pays-là, à l'est de la Côte d'Ivoire. Là, on a le Togo, là, on a le Togo et le Bénin. Et là, ça, c'est le Ghana. Donc, on a prospecté différentes régions et découvert que cette zone qui était soi-disant vierge, il existait encore des chimpanzés, mais non pas dans les parcs, qui étaient complètement vides. Les forêts classées et les parcs étaient complètement vides d'animaux, mais dans certaines zones qui étaient seules des zones de chasse, de chasseurs, et notamment dans une région complètement improbable, qui est la Volta Region, qui est à l'est du pays, où on a une zone montagneuse dans laquelle il y a encore quelques forêts sèches, dans lesquelles j'ai découvert des chimpanzés. Bon, on a mené une étude qui était à la fois un survey éthologique et à la fois sur la chasse. Et là, c'est Nicolas en train de s'entretenir avec différents jeunes chasseurs qui avaient fait du rabattage et chassaient avec des bâtons. Bon, ça c'est juste pour montrer le contexte. On est dans un contexte aussi où la viande de brousse est quelque chose d'extrêmement important, qui représente des volumes de consommation très importants. C'est pas pour rien que les forêts et les parcs sont vierges. Aussi, on a des espèces domestiques qui servent à l'alimentation, etc., mais aussi à chasser. Là, on a un petit chien qui va être un auxiliaire efficace. Ça, c'est mon interprète qui est un urbain et qui s'amuse de cette famille qui est en train de déménager avec la truie sur la tête. Et là, c'est dans le centre du Ghana, un travail que j'avais mené avec un des chasseurs qui était tout fier de m'exhiber, donc il y a un chasseur de singes, et qui était tout fier de m'exhiber son animal préféré qui était enchaîné, qui est un singe hocheur. Et aussi pour montrer la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un animal domestiqué qui est un pet, d'une certaine façon, qu'un animal familier, à un animal qui va changer d'état. Là, c'est une photo de Frédéric Jankowski en Guinée, mais il pourrait avoir la même en Ghana, qui va devenir un animal mangé. Plus particulièrement, avec les chimpanzés, on peut s'interroger sur le statut de cet animal dans différentes populations d'Afrique de l'Ouest, différentes ethnies, différentes cultures. Et j'ai démarré des observations particulièrement en pays baoulés, où le chimpanzé s'appelle Akatia, et où il est un être tout à fait ambivalent. C'est-à-dire qu'en pays gourou ou en pays baoulé, les chimpanzés sont à la fois des animaux bien réels, qu'on peut décrire je dirais, d'un point de vue éthologique et comportemental de façon tout à fait objective, et puis aussi extrêmement mêlés d'ambiguïté, de particularités humaines. Et là, on a une représentation, on a une statue qui vient d'Afrique centrale, mais on a le même type en Côte d'Ivoire, où c'est un thème particulier qui est la femelle chimpanzé qui demande aux chasseurs de l'excuser, de ne pas la tuer, parce qu'elle est enceinte, comme la femme du chasseur est enceinte également. Donc elle lui demande, entre guillemets, pardon.
Et donc, on voit bien, je dirais que l'anthropomorphisme avec ces animaux-là joue de façon particulière et rentre dans différents types de récits. Bon, il en va différemment d'autres singes, là je pense au patas, mais moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Et dans l'est du Ghana dont je parlais, dans la région de la Volta, en pays Adélé, ce n'est pas des chimpanzés, je n'ai pas trouvé de chimpanzés consommés, mais beaucoup de babouins, là ce sont des crânes de babouins, que les gens m'ont présenté de façon tout à fait étonnante sur une énorme oreille d'éléphant. Qui était le dernier éléphant chassé dans la région. Et on a beaucoup de discours qui sont d'une autre nature que ceux qu'on trouve avec les chimpanzés. Je vois qu'il est 11h30. Je conclue. Bon, d'accord. Alors je conclue sur un exemple, parce que là, c'est une histoire de python qui est très intéressante. Avec... Dans la même région, je cherchais un des chasseurs les plus grands connaisseurs de la forêt. Et on m'a amené dans ce petit village de Kenéazé, dans les Togo Hills, où on voit le village avec les différents animaux. Et ce monsieur s'appelle Atsu, et ce qui veut dire jumeau en Ewe. Là, c'est une population Ewe. Et là, il y a eu énormément de discussions avec lui. J'y suis retourné à 3 reprises et je menais plusieurs entretiens parce que sa première parole a été, en essayant de comprendre ce qu'il savait des chimpanzés, il me dit « Les chimpanzés, je peux en parler et je ne peux pas en parler ». Et puis, on a commencé à parler plus longuement parce que ma sœur était une chimpanzée. Alors là, il se trouve que chez les Ewe, la jamélité a une place tout à fait importante dans la mythologie, dans la façon même de concevoir le rapport à la nature, et que cette sœur chimpanzé, qui est décédée à la naissance, est représentée dans cette figurine qui a été sculptée à l'occasion, et ce canari, avec des feuilles, avec différents ingrédients que j'ai malheureusement pas pu décrire parce que mon séjour a été trop bref. Mais dans cette région-là, on a travaillé juste 2 mois, on n'est pas arrivé à revenir suffisamment régulièrement pour... On a procédé à des libations, à différents récits autour du chimpanzé, sur la place du chimpanzé de la gémellité, mais dans beaucoup d'autres régions, le chimpanzé est un être humain retourné en brousse. Et c'est la raison pour laquelle il est interdit alimentaire chez les Baoulés notamment, ou chez les Fanti, ou chez les Ashanti, c'est le cas également. Et donc là, j'ai essayé de réfléchir à l'espace, je dirais, de notre nature, qui est un espace métaphorique, qui est un espace de sens, plus qu'un espace physique, et qui implique des relations que... Avec Philippe, vous entendez, vous explorez ici. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir comment cohabitent à la fois des bestiaires imagés, des imagiers qu'ont les enfants à l'école, et comment ces pratiques-là se métissent et existent encore avec des représentations tout à fait contemporaines de l'animal. Et là, c'est un travail que j'ai démarré en 2011, et malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre sur l'ensemble des animaux utilisés dans les marchés aux fétiches en Afrique de l'Ouest. Là, c'est à Lomé, où on a des centaines d'espèces qui viennent de différentes régions d'Afrique, et pour lesquelles on trouve des associations entre, ce sont des crânes de babouins, de cercopithèques, des chiens, aussi des pierres de foudre, enfin des haches polies et des pierres à plomb de tissage. Donc on trouve dans ces marchés-là aussi différentes espèces. Je vais arrêter là-dessus sur cette image de chimpanzé. Pour montrer que les chimpanzés se vendent, et se vendent pour différentes parties, mais notamment, par exemple, pour la main et pour les doigts du chimpanzé, qui sont réputés être
extrêmement fort. Donc le chimpanzé est un animal généralement en Afrique de l'Ouest conçu d'abord pour sa force et pour son savoir. Et il y a beaucoup de pratiques qui sont liées, par exemple, au doigt du chimpanzé, qui est l'endroit qui cristallise la force, et qu'on utilise, qu'on pile, qu'on mélange avec certaines feuilles, et qu'on fait bouillir, avec lequel on lave les enfants au moment de leur naissance pour leur éviter la polio et développer leur force. Donc les chimpanzés et les humains dans ces régions-là ont des histoires à construire qui sont des histoires de différentes sortes. Voilà, moi j'étais un peu trop long. Je suis désolé. Je termine ça, c'est sur un cimetière de singes au Ghana. Bon, j'arrête ici. Merci. Merci Frédéric. Et avant de revenir à la question du territoire, je voudrais parler un peu avec toi de cette question du comportement dont tu disais qu'il était un vide, un trou noir, en fond, à la fois ou plus exactement dans le parallélisme entre l'ethnologie et l'anthropologie. C'est un peu un paradoxe parce que l'un de nos grands ancêtres, qui est Bateson, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est quand même un anthropologue qui a fait sa première monographie en Nouvelle-Guinée dans les années 30, a montré la voie en menant à la fois des enquêtes ethnographiques, des enquêtes sur des questions de cognition comparée, des enquêtes d'éthologie, puisqu'il avait travaillé aux États-Unis sur différentes populations animales. Et donc, au fond, ce pionnier, qui a été énormément lu en particulier, dont l'influence est considérable en anthropologie, n'a pourtant pas eu comme effet de stimuler, au fond, des recherches sur le comportement comparé. Tu as évoqué tout à l'heure l'Institut de Eibesfeld à Munich, qui en fond était un institut fondé sur l'éthologie comparée, mais dans lequel l'éthologie humaine était quand même extrêmement réductrice, puisque au fond, on s'intéressait au comportement sans véritablement s'intéresser aux capacités cognitives. Et pour fixer un peu les esprits, une date plus récente, ces fameux articles de McGrew dans ce qui s'appelait à l'époque Man, qui était la grande revue d'anthropologie sociale anglaise, dans lequel il proposait de faire une ethnographie des chimpanzés. Et c'était il y a 35 ans, je me souviens. 75 ou 78, c'est ça, oui. Et donc c'est tard, mais en même temps, ça fait quand même pas mal de temps, sans véritable effet, non pas à l'intérieur de l'éthologie ou de la primatologie, où de plus en plus on s'est intéressé, effectivement, notamment pour ce qui concerne les chimpanzés, aux variations techniques à l'intérieur en comparant les bandes, mais dans les interactions possibles entre l'éthologie animale et l'ethnologie. Et c'est quand même très curieux, puisque ça a eu comme résultat, ces travaux d'éthologie comparée, de mettre en question, tu l'as bien montré au début de ton exposé, tous les grands clivages, en quelque sorte, sur lesquels était fondée la séparation entre les animaux humains et les animaux non humains. Et néanmoins, ça n'a pas eu pendant longtemps, en tout cas, d'effet de stimulation pour penser des continuités entre des communautés animales et des communautés humaines. Et la question que je me posais, c'est lorsque tu disais, au fond, c'est la question des invariants. Ce qui intéresse les primatologues, pendant longtemps, ça a été celui des ressemblances, et ce qui intéresse les anthropologues, les ethnologues,
c'est la question, non pas des ressemblances, puisqu'ils prennent partie des différents, ils prennent en compte l'existence des différences, c'est de tenter de comprendre comment ces différences sont construites de manière systématique. C'est comment y a-t-il des variations, c'est ça les invariants, enfin, c'est les variations systématiques entre des communautés humaines. Et la possibilité de rapprocher ces deux points de vue a été pendant longtemps très ténue, jusqu'à ce que, au fond, il y ait le constat de ce qu'il y avait des différences. Alors on peut appeler ça culturel, mais effectivement je ne pense pas que ce soit une très bonne terminologie, qu'il y ait des constats dans les systèmes techniques entre les différentes, par exemple entre différentes espèces, non seulement de primates, mais aussi de corvidés, etc., etc. Et la possibilité, au fond, de promouvoir, ce qui, à mon sens, est absolument indispensable, une étude générale du comportement, qui inclurait dans un même ensemble, sans commettre les erreurs qui avaient été commises par les gens qui faisaient de l'éthologie humaine dans les années 70, et des communautés humaines et des communautés animales, en examinant la façon dont varient systématiquement les différences à l'intérieur de ces communautés et entre ces communautés, ça c'est un programme qui est encore à accomplir. Et qui n'a été, au fond, l'Institut Max Planck de Leipzig que tu évoquais tout à l'heure avait essayé de faire ça, mais au fond, du fait de la séparation des domaines entre les linguistes, les éthologues, les paléoanthropologues, etc., ça n'a pas été mené à bien. Et ça, c'est un des défis scientifiques, au fond, de notre siècle. C'est d'arriver à proposer une science du comportement générale qui dépasse la distinction entre les animaux humains et les animaux non humains. Alors, ma question, est où vois-tu les facteurs de blocage? Pourquoi ça ne marche pas? Encore une fois, je parlais de Bateson. Bateson a commencé à faire ça juste après la dernière guerre. Pourquoi ça ne marche pas? Je dirais, pour moi, il y a une question qui est seule du moment où ça s'est passé. C'est-à-dire que ça s'est passé au moment de l'envol, de l'essor de la sociobiologie et de la biologie évolutive. On dit biologie évolutive aujourd'hui, mais en fait, c'est la sociobiologie. Donc, en fait, on a cherché à expliquer de façon biologique et génétique les variations. Et les tentatives qui venaient un peu de la psychologie ou de l'éthologie humaine d'une autre nature, je pense à Hubert Montagnier en France, qui travaillait sur le développement des petits-enfants dans les années 70-80, étaient des programmes ontogénétiques sur le développement. Donc il y avait des visées psychologiques et développementales qui étaient d'une autre nature, qui n'embrassaient pas largement. Donc ceux qui embrassaient largement, effectivement, c'était Eibel et Besfeld, l'école lorenzienne. Et je pense que moi, je retourne dans les prémices de l'école lorenzienne, Tinbergen, von Frisch, donc cette éthologie naturaliste, qui pour moi est intéressante parce qu'elle a les trois, elle a la perspective fonctionnaliste, adaptative, évolutive et variationniste, mais aussi parce qu'elle reste une science de l'observation. Et je crois que du côté de l'anthropologie des sciences de l'homme, on a méprisé, ou du moins pas suffisamment intégré que c'était aussi des sciences de l'observation et pas uniquement des sciences du discours. Donc ça, notre pas du côté de l'anthropologie, ce serait d'aller dire c'est quoi une anthropologie comme science de l'observation, et de l'autre côté, du côté de l'éthologie, revenir au fondement naturaliste observationnel. Et là, sur l'observation, à mon avis, on pourrait peut-être surmonter le biais adaptationniste, fonctionnaliste de la sociobiologie, qui n'apporte, en termes d'heuristique, n'apporte rien. Très, très faible, quoi. Enfin, on explique des choses, bien entendu, entre les gènes et les neurones, on est à plein pot, mais pas sur ces types de comportements. Voilà mon... Oui, ben, je suis bien d'accord avec la question qui est aussi difficile de la continuité entre le travail en laboratoire et le travail en liberté. Enfin, en liberté, c'est une liberté un peu particulière, parce que tu as bien souligné que les animaux habitués,
en fait, on ne peut travailler véritablement qu'avec des animaux habitués. Donc les animaux habitués, ce sont des animaux qui sont déjà dans une situation expérimentale un peu particulière. Ce n'est pas des animaux qui sont en liberté, puisque la photo, effectivement, était très parlante. Ils sont à 100 mètres, ils sont très difficiles à observer. Mais l'autre chose, peut-être rajouter pour répondre à ta question, je pense qu'il faut travailler aussi, retravailler la question des invariants ou des universaux autrement. Je pense qu'un petit papier qu'a fait Anne-Christine Taylor sur le sujet, sur la question des invariants, qui sont les invariants vus d'un point de vue relationnel et non pas de point de vue d'entité ou de trait. Si on arrive à faire comprendre aux éthologues d'aborder des questions d'un point de vue relationnel et non pas comme des traits, parce que bon, c'était ça, hein, l'éthologie lorenzienne, et Heibel et Besfeld et puis les autres, c'était on a des caractéristiques, l'hypoflash, donc le sourcil qui se soulève quand on reconnaît quelqu'un qu'on connaît, des dilatations pupillaires, des postures, etc. Donc des traits comportementaux. Donc c'était ça l'invariant. Donc on partage toute la planète, par-delà les ethnies et sur toute la planète, des traits qui font qu'on remonte je dirais, à une phylogénie. Donc cette conception des invariants est complètement caduque. Donc il faudrait la reprendre avec les conceptions des anthropologues les plus performants. Justement, la question relationnelle, ça me donne la transition pour la question du territoire. Ce que les travaux d'ethnologie ont mis en évidence, en particulier depuis Mauss, c'est que dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, disons de foragers, il y avait des variations importantes selon les périodes de l'année. Oui. Et donc c'est ce qu'on appelle les variations morphologiques, c'est-à-dire dans l'organisation même des groupes en fonction des périodes de l'année. Et on sait qu'à l'heure actuelle, même dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés de chasseurs, on a ces phénomènes de diastole, systole, en fonction des périodes de l'année. Il y a un exemple qui est très caractéristique, que je connais bien, c'est celui du Brésil central, où on a ces gros villages avec une maison des hommes au milieu, c'est des sociétés à moitié, le village est divisé en deux. Moi, si vous avez lu l'article de Lévi-Strauss sur les Bororos, c'est ça, hein, avec la sphère domestique autour, donc un système d'organisation très rigide, ritualisé, avec des comportements très normatifs entre les membres des deux moitiés, etc. Bon. Et puis, une grande partie de l'année, ces gens-là, ils filent c'est une région de savane et de forêt-galerie, pour faire ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne du trekking, c'est-à-dire au fond de la chasse et de la cueillette. Et là, la structure est complètement différente. Ils ne sont pas du tout organisés de la même façon. Et au fond, ce qu'on a décrit, et l'image qu'on a dans la tête de l'organisation de ces sociétés-là, c'est l'image de l'une des phases. Mais l'autre phase, à vrai dire, elle est assez mal connue. Elle est assez mal connue parce qu'il y a peu d'ethnographes qui sont partis pour suivre ces expéditions de trekking. Donc ça, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. Et tu as sans doute vu dans un des derniers numéros du Journal of the Royal Anthropological Institute l'article de Graeber et de Wengrow précisément sur cette question des variations qui sont projetées rétrospectivement dans le Paléolithique. C'est-à-dire beaucoup de sites du Paléolithique peuvent être interprétés comme étant le résultat de variations saisonnières de ce type-là qui sont fondées soit sur des variations saisonnières d'accessibilité de ressources, mais aussi d'accessibilité, par exemple, de certains types de gibiers migrateurs, notamment à l'âge du renne, effectivement, dans les migrations des rennes, etc., etc. Et la question que je me posais, c'est cette fluidité, cette plasticité dans l'organisation sociale, ce système d'oscillation, en quelque sorte, est-ce qu'on en trouve une trace quelconque dans les primates et en particulier dans les chimpanzés? Et est-ce qu'il y a moyen même de le retrouver? Parce que tu as dit, bon, on est très fixé sur les traces des systèmes techniques qui subsistent, mais
ces systèmes techniques permettent de comprendre qu'il y a regroupement de l'habitat à un certain moment, et donc on peut mesurer l'évolution au fil du temps, hein, ou la stabilité, à l'évidence, de ces systèmes d'usage de l'espace. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est ça qui est formidable dans l'ethnologie comparative des chimpanzés, c'est qu'on peut observer les variations de bande à bande quand on se déplace dans cet espace que tu as bien montré, qui va de l'Atlantique à l'océan Indien. Et je ne peux pas donner une réponse générale, parce qu'il y a des études qui vont dans des je dirais, il n'y a pas une réponse. Voilà, et je pense qu'il y a des variations qu'on ne comprend pas encore complètement bien, donc on ne comprend pas complètement bien les raisons. À Taï, par exemple, il y a des corps, il y a des zones centrales de concentration de l'occupation, puis il y a des zones périphériques dans lesquelles les animaux vont, à certaines saisons, je dirais, réaffirmer les limites de leur territoire. À ce moment-là, il y a des captures, il y a des combats entre les différentes communautés. Il peut y avoir des rapts de femelles, des choses de ce type-là. Mais globalement, les densités, je dirais, de fruits et de ressources sont telles qu'ils n'ont pas besoin de trop affirmer tout au long de l'année leur présence. À Budongo, si je ne dis pas de bêtises, en Ouganda, Byrne et Bates ont travaillé aussi sur ce genre de choses-là et voient des conduites territoriales plus marquées. Donc il y a des usages qui sont, je dirais, d'affirmation du territoire plus large sur les pourtours de la zone. Donc il y a des ressources alimentaires, affirmation de leur défense, si on peut le dire comme ça, et activation dans certaines zones. Et d'une certaine façon, il n'y a pas de zone centrale. Ils placent leur nid en fonction de la saison, en fonction de la disponibilité des fruits, etc. Ça a pas mal été décrit. Mais on est, je dirais, là on est dans un système bien particulier, qui est un système de fusion-fission avec des groupes mâles, multifemelles. On a les deux qui sont ensemble, il n'y a pas d'animaux extérieurs, tout le monde vit ensemble et se regroupe généralement le soir au moment du coucher. Si tu prends les gorilles ou si tu prends les orang-outans, tu vas voir des structures, des systèmes sociaux qui vont être de nature différente, avec des formules avec harem, où les mâles dominants sont à l'extérieur, ne sont pas dans le groupe, ou avec les orang-outans, avec des femelles d'un côté, les mâles de l'autre, qui se retrouvent que pour des périodes de reproduction. Donc, suivant la structure sociale des grands singes, tu vas avoir des occupations du territoire qui vont être de nature fort différente, et qui vont impliquer des choses différentes. Alors, est-ce que pour autant on peut les appliquer à la préhistoire ? Même la très ancienne, où les hommes sont des singes en fait, disons-le simplement. Je sais pas bien justement. Ça dépendra, je dirais, à quel point on arrive à casser cette question de la gestion et de l'appropriation du territoire pour quelque chose qui a un usage et qui est un usage intelligent, mais qui est aussi fortement dépendant des facteurs écologiques. J'ai une autre question aussi qui est tangentiellement liée à celle du territoire, c'est cet exemple fascinant de la femelle qui arrive d'une bande voisine et qui, contrairement aux chimpanzés du groupe, aligne ses noix. Et je me disais, alors, c'est évoqué au début de ton exposé la question de l'évolution, qui est une question qui devrait continuer à nous intéresser tous de façon intense. Comment est-ce qu'on a le moyen de voir la vitesse à laquelle se propage, alors ce n'est pas une innovation, en tout cas une pratique nouvelle de ce type-là, entre bandes voisines, et dans quelles circonstances?
Mais dans quelles circonstances est-ce que cette femelle a dû quitter sa bande d'origine alors parce qu'on a des exemples classiques comme l'affaire des patates douces, du lavage des patates douces, mais c'est dans des circonstances un peu particulières. Bon, c'est à l'intérieur d'une bande. Ça, c'est l'innovation par le génie, si je peux dire. C'est une femelle invente qu'on peut laver les patates douces et ensuite ça se répand à l'intérieur de la bande. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les innovations qui viennent dans la vieille, dans la vieille théorie de Schmitt, à partir de la diffusion de noyaux qui se propagent de groupe en groupe. Comment une femelle qui arrive dans un groupe peut inciter ou pas des gens enfin des gens. Je ne suis pas du tout anthropocentrique. Des non-humains. des chimpanzés à modifier une technique ou une pratique. Est-ce qu'il y a des moyens de mesurer ça, hein, ces formes de diffusion, ces degrés de diffusion? Je dirais les seules études un peu poussées là-dessus qui ont été faites à taille, puisqu'il y a différentes communautés qui sont les unes à côté des autres, et maintenant ça fait 30 ans qu'elles sont étudiées. Ce que j'ai décrit, c'était au moment où les groupes n'étaient pas... Enfin, à taille, là, un des groupes n'était pas encore habitué. Maintenant, il y a plusieurs groupes habitués. Ils se sont rendus compte que la rentrée dans le rang, c'est-à-dire celle qui change de groupe, se conforme aux pratiques de la nouvelle communauté. Donc, la tendance, elle va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire la normalisation, je dirais. Et c'est aussi ce qui se passait chez les macaques. Même s'il y en a une femelle qui a innové, oui, avec le lavage des patates douces, en les trempant dans l'eau et puis en enlevant le sable, etc. Ça s'est passé dans le temps. C'est-à-dire que ça a été, les derniers atteints ont été les mâles, les plus âgés. C'est passé d'abord par les petites, etc. Et donc la diffusion, elle n'a pas été, elle n'a pas été rapide, contrairement aux apparences. Elle a été lente, progressive, et elle a suivi les changements générationnels. Donc il y a toute une, Kawai et puis les autres ont décrit le processus. Il nous semble très rapide, mais en fait, il n'est pas rapide si tu le rapportes à la démographie et au changement. D'une certaine façon, il s'est passé dans un temps relativement long. Pas le phénomène d'origine, mais sa diffusion, sa dissémination dans tout le groupe. Alors, d'où viennent les innovations dans un environnement stable et peu changeant? Moi, c'est ce genre de questions que je me pose. Comment se fait-il qu'on trouve des pandas oleosa et des noix cassées il y a 6000 ans et que les choses ne bougent pas? C'est plutôt la stabilité qui m'interroge plutôt que le changement pour les chimpanzés. Mais quand tu vois des technologies pour la préhistoire ancienne qui sont les mêmes, je pense à l'oldowéen, aux outils sur galets aménagés, qui sont stables sur 1 million d'années, ça veut dire quoi des technologies qui bougent pratiquement pas? Alors elles bougent peut-être par ailleurs, ça se passe ailleurs, ça se passe peut-être pas dans ces objets lithiques. Et il nous manque 99,99% des comportements de ces êtres-là. Peut-être c'est ailleurs que ça bouge. Mais en tout cas, là-dedans, tu as des stabilités qui sont des vrais mystères. Et c'est ces stabilités qui moi, m'interrogent maintenant. Et comment après, est-ce que c'est avec le langage qu'on va avoir une rupture et le fait qu'il y a des innovations qui se passent selon d'autres modalités évolutives et plus rapides ou pas, alors avec deux hypothèses. Ce qui est très frappant pour les chimpanzés, pour se limiter aux chimpanzés, c'est le fait qu'il y a un très grand nombre de traits qui varient, oui, en fonction des bandes voisines. Donc tu nous as montré les petits tableaux, hein, ouais, avec les traits, ouais, présents ou absents dans cette bande d'Afrique centrale. La question qu'on se pose, c'est... Alors, on comprend qu'il puisse y avoir de la variation. La question qu'on se pose, et c'est pour ça que je posais la question de la femelle, c'est comment cette diversité n'aboutit-elle pas à une amplification de la panoplie ou de la gamme des systèmes techniques par addition de traits, si on peut dire. Il y a une innovation quelque part, et puis
Et il semble qu'elles ne se transmettent pas beaucoup. Or, ce qui, à l'inverse, paraît avoir été le cas, même dans des conditions de stabilité extrêmes que celles que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'à partir d'un certain moment, des innovations se sont transmises très vite parmi les Homo sapiens, et c'est ça qui a fait la différence. Je pense qu'avec Sapiens, on est avec nous, c'est-à-dire qu'on est dans un autre mode d'être, de fonctionnement. Là, c'est réellement incomparable, quoi. C'est-à-dire que mes chimpanzés, je n'arrive à les comparer. Bien sûr que je les compare aux humains actuels pour essayer de comprendre les cohistoires, mais où est-ce que ça peut jouer. Mais c'est plutôt avec des êtres très anciens du passé, avec des capacités cognitives très différentes des nôtres, que je les rapproche. Vrai. Et cette histoire avec ces pierres qui sont décrites comme des cairns et des rituels par les collègues du Max Planck, bon, ben là on est en plein anachronisme. C'est effarant qu'on puisse écrire encore ça aujourd'hui, quoi. Sans y aller pas à pas dans le processus de rapprochement que j'essayais d'évoquer au départ. À quelles conditions on peut comparer. Mais voilà, c'est sur ces questions d'innovation, j'ai pas de réponse tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des questions.